Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. On se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, comment tu vas? On vient de finir notre première Ouais. draft. Oui, la première draft de la saison, Et franchement. je crois en vrai la plus longue vidéo qu'on ait jamais fait ensemble en vrai. Donc Ouais, ouais, c'était 1h15, vraiment un truc comme ça, un truc de malade. Non, non, il va falloir que tu coupes au montage les moments de C'est vrai, réflexion c'est vrai. parce que vous-même vous connaissez, une draft c'est plein de stress. Tu es là, allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, j'ai fait 3 et 4, j'ai pris un latéral, j'ai pas pris un latéral, t'as pris tel joueur, tu m'as pris mon Je choix me et suis tout. trompé dans les Je veux calculs choisir mon aussi, double c'est pivot. des choses qui arrivent. Je te dis, tu sens réellement que c'est la rentrée scolaire et qu'il n'avait pas la bonne calculatrice, tu vois. Il n'avait pas la bonne calculatrice. C'est-à-dire que l'enfant, il est en première, en terminale, au lieu d'amener des vraies calculatrices, il amène une calculatrice de boutiquier là. On t'a demandé C'est pas des la TI Texas 83 Instruments. plus là. Non. C'est la TI qui te faut. La TI, mon frère. Tu nous ramènes ta calculatrice de. Ouais, de paquets De libraire, là-haut. de boîtes de céréales, malheureusement. Il n'est pas sérieux. Donc, bref, donc du coup, première draft en ligne. Elle sera en ligne ou elle est déjà en ligne. En tout cas, je vous invite à rester à l'affût sur la chaîne de Willou pour la suivre. Aujourd'hui, on est là pour discuter de quelques sujets. On va parler de Liverpool, on va parler de Manchester United parce que c'est le gros match ce week-end. Liverpool contre Manchester United. Et en plus de ça, ça peut paraître bizarre, mais un Manchester United qui ces derniers temps s'en sort bien quand même face à Liverpool, surtout la saison passée, si on regarde bien et si on se rappelle du fait qu'ils n'ont pas perdu en fait les deux matchs qu'ils avaient joués, Liverpool contre United. Mais avant de commencer tout ça, Willou, moi j'ai une question que je voulais te poser qui me turlupine un tout petit peu. Hier, il s'est passé quelque chose et j'ai l'impression que ça intéresse personne. Et ça va même, je vais même le mettre dans le titre de la vidéo même en fait. C'est-à-dire, est-ce que le soulier d'or n'a plus de valeur ou bien c'est comment? C'est parce que c'est Harry Kane, il a gagné ça. Je me suis levé ce matin. Willou. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble le titre de ça et quel angle tu trouves pour ça. Mais Willou, en fait, je comprends pas. Ce matin, j'ai cherché des articles sur le soulier d'or, des articles sur Harry Kane. Je m'attendais à voir je sais pas moi, des vrais articles, de Independent, de Athletic, de machin, je sais pas, les vrais trucs. C'est le Mirror et le Sun, ils ont couvert ça. C'est que vraiment, il y a un problème. On respecte plus Harry Kane ou on respecte plus le soulier d'or. Ou c'est parce que je sais pas moi, Cristiano Ronaldo, Messi et à moindre mesure, on peut dire Luis Suarez, on fait que maintenant, Robert Lewandowski, on fait que maintenant, on minimise cela. Mais je sais pas en fait, c'est quelque chose moi qui m'a choqué. Intéressant. C'est vrai que j'avais même pas réfléchi. Ouais. Mais je te dis que ça n'intéresse personne. Il n'y a que Harry Kane que ça intéresse. Miskin, il a gagné le meilleur buteur de toute l'Europe devant Haaland, Mbappé et tout. C'est vrai que vu comme ça, c'est un peu. Après, je pense le truc, c'est que c'est une récompense. On la connaît depuis un moment parce que on fait les calculs et voilà, tu sais, genre il y avait pas beaucoup de suspense quoi. Ah ouais, c'est une bonne théorie ça. Je comprends. Je comprends ta théorie, effectivement. Comme c'est pas comme le Ballon d'Or, les deux best, les machins où tu sais pas jusque presque quelques jours avant où il y a toute une hype qui se crée autour. Après, je suis quand même d'accord avec toi. Ils ont pris du temps à lui donner le trophée parce que on est fin août là. Genre, personne n'allait marquer de but pendant le mercato quoi. Ça compte que les buts c'est sur une saison en plus donc bon. Dans une salle là-bas, je ne sais même pas c'est où en fait. Les images ont l'air lugubres. J'ai l'impression qu'on l'a mis dans un sous-sol, dans un bunker en Allemagne. On lui a dit vas-y toi, prends ton titre et puis c'est tout. En tout cas bref. Donc du coup, Harry Kane, il a gagné. Il y avait un peu de bière encore sur le trophée, genre il était tout collant. Et tout. Toi-même tu sais, il y a l'Oktoberfest qui arrive là-bas. Ouais, on connaît nos copains allemands et tout, donc ils sont pas là pour s'amuser. Donc non, franchement, Harry Kane, voilà, c'était un peu ma réflexion. Je voulais savoir toi, c'était quoi ton feeling? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis le seul? Parce que moi, je me suis levé, j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, toi, si Mbappé avait gagné le soulier d'or aujourd'hui, tu sais très bien que la cérémonie, mais au Bernabéu, ça aurait été, est-ce qu'il y aurait pas la garde royale, les avions, les F-50 et tout ce qui s'ensuit? Soyons très très sérieux, quand même, respectons-nous, sincèrement. Quand même, sincèrement. Donc, c'est pour dire. Donc, franchement, Harry Kane, miskin, j'ai l'impression que personne ne le respecte. Et pourtant, quand même, c'est pas n'importe qui. Vas-y, donc, bref. Jusqu'où est-ce que tu peux me faire les vainqueurs du soulier d'or? Genre, si on remonte les années, là. L'année dernière, c'était qui? L'année dernière, c'était Haaland, non? Ouais. Avec 36 buts en première ligue, ouais. Ouais, c'était Haaland. L'année d'avant, c'était Haaland? Non, c'était Lewandowski. Ah, donc c'est Lewandowski, ok. Lewandowski a gagné 2 ou 3 fois. C'est ça, 2 fois d'affilée, ouais.
Ouais, 2 fois d'affilée. Donc après, tu montes à. Après, tu reviens après ça. Après, Ouais, tu donc là, reviens on a dit Kane, Haaland, Lewandowski. Et maintenant, on est à là, on a 2019-2020. Et si là, tu le trouves, t'es très très chaud, mec. Très très chaud. 2019-2020. Si je le trouve, je suis très C'est chaud. juste après 3 années consécutives de Léo Messi. Et c'est juste avant 2 années de Lewandowski. C'est C'est pas Suarez? 2019-2020. Non, je vais pas dire qu'il fait tâche attends. dans cette liste, parce que c'est un grand buteur de son club. Mais voilà, genre, il est très très loin C'est un d'avoir grand la même buteur de son carrière club. que tous les autres, quoi. C'est un grand buteur de son club. Le gars, C'est une légende de son club en Italie. Mais bon. ah, tu vas pas me dire que Lautaro Martinez a gagné un truc ici. Non. C'est un Italien d'un club italien, même pas un club, je vais dire, un club majeur, tout se discute, mais pas un club C'est qui? top C'est 6. genre Quagliarella? Non. C'est Ciro Immobile, Ah oui, Immobilier, la Lazio. qui avait fait une C'est saison vrai, à 36 buts Ah en Serie A. oui, c'est l'année où il avait dit qu'il avait. C'est pas avant que Cristiano arrive dans le championnat? Ah si, peut-être, ouais. C'est pas ou un truc du genre. Je me rappelle d'une déclaration de sa part en disant heureusement j'ai gagné l'année passée parce que je sais que cette année je vais pas gagner ou un truc du genre. Je me rappelle, je pense, d'un truc du genre. Il me semble qu'il avait fait ça. C'était... Ah ouais. Bah non, je pense qu'il y avait Ronaldo à l'époque, et Ronaldo était à un but, un truc comme ça. Attends, laisse-moi checker. Mais Ciro Immobile, ouais, il a quand même pris soulier d'or. Ah ouais, quand même, c'est pas mal, hein. Les pauvres gens qui ont cliqué pour voir une vidéo sur Liverpool et United, et au bout de 3 minutes, on est en train de parler du ballon. Ça parle de Ciro Immobile et de soulier d'or. Tu sais très bien Il en avait mis 36 et Ronaldo 31. Il a mis 36 et Ronaldo 31. Waouh, Immobile. Après c'était Messi. Après c'est quoi? C'est Suarez, Ronaldo, machin. C'était ça, non? Ouais, c'est ça. C'est exactement, c'est ça. Et avant eux, tous là, Forlan. avant que les Messi et Ronaldo. En 2009. Atlético, hein. Ouais, exactement. Atlético, non, Et 2009, sinon, t'as du Totti 2007, Luca Toni 2006. Ouais, mais ça c'est le temps où les gars ils finissaient soulier d'or avec quoi? 31. Que Luca Toni, 31, il a claqué. Luca Luca Toni, Toni. je me lui claqué. Ouais, lui. bien sûr. Luca Toni, je me rappelle. C'est vrai. C'est dans le temps où les Italiens ils venaient avec des Luca Toni, des Vincenzo Iacchini. Bien sûr. Une équipe vraiment. Ouais, Coupe une du équipe Monde de 2006. braqueurs. Je me rappelle. Luca Toni, un peu le Peter Crouch italien, mais encore fait. plus prolifique. Après, je me Non, souviens, il les était débuts fort, au Bayern et tout, c'était Non, il était fort. Ouais. Il était fort. Il était intéressant. Il a fait beaucoup de clubs. Je crois que c'est peut-être le recordman du nombre de clubs, Luca Toni, genre, ou pas loin. Bon Il a fait genre quasiment 20 clubs dans sa carrière. C'est ouf, hein. Yeah, il est à la hauteur de sa Genre célébration, 17, il est fou. Et c'est vraiment, lui-même, il savait, quand il disait qu'il était fou en célébrant, il savait pourquoi. 17 clubs quand même. Oui, c'est vrai, Non, 300 buts en carrière à peu près. Non, je te dis, un vrai buteur. Moi, je me rappelle, Luca Toni était trop fort. Luca Toni était trop fort. Incroyable. Donc, bref, donc du coup, merci Harry Kane de nous avoir amené dans tout ce délire-là. Moi qui voulais faire une vidéo de moins de 30 minutes, on va diminuer maintenant le temps de parole et arriver vers les choses intéressantes. Liverpool-Manchester United ce week-end. Ouais. À prime abord, c'est quoi ton feeling? Moi, j'ai envie de dire, allez, première chose, c'est un duel entre deux Néerlandais. Ça rend les choses intéressantes. Finalement, ton pays d'adoption, là, il est pas mal. Ah ouais, ils sont chauds pour le match, là, t'inquiète. Ah là, en termes de football, là, franchement, ils nous amènent quand même à des hauts niveaux. Ces deux gars qui se connaissent, qui se sont côtoyés aussi dans le même championnat, si je ne m'abuse. C'est Ajax contre Feyenoord, quoi. C'est le gros derby néerlandais qui prend la forme du derby anglais, quoi. C'est stylé. Et ça promet quelque chose. Et t'as Ruud van Nistelrooy qui vient se rajouter à cela aujourd'hui, puisqu'il est dans le staff technique de Erik ten Hag. Et je pense qu'il apporte vraiment beaucoup, en tout cas, ou du moins son rôle, c'est d'apporter beaucoup, surtout au boy offensivement et tout. Notamment à Cirkzee, un autre néerlandais. C'est ce qu'il lui a dit déjà dès le premier jour. En fait, dès qu'il l'a vu, là, ten Hag, il lui a dit, il y a Ruud qui t'attend. Tu sens que ten Hag lui-même, il sait qu'il y a certaines choses qu'il peut pas faire. Donc, mieux vaut laisser aux autres, en fait, essayer de faire. Donc, du coup, ça donne une équipe. J'ai envie de dire, on va commencer d'abord par Liverpool, qui, pour moi, en ce début de saison, je sais pas c'est quoi ton feeling, est très intéressant. 2 matchs, 2 victoires.
Ils sont au top. J'ai eu l'occasion de dire dans le débrief les 2 derniers week-ends que pour moi, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que Klopp, il est parti et il a laissé une machine qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti en laissant un club qui ne sait pas où aller, qui est perdu et tout. Non, tu sens vraiment qu'il a laissé la boussole. En fait, le club est en pilotage automatique. Pour moi, jusqu'à présent, ils sont en pilotage automatique. C'est à Arne Slot de venir et d'essayer petit à petit de changer certaines choses. Et il est en train de le faire et je pense qu'on a eu l'occasion de le voir durant les 2 premières journées. Donc pour moi, à prime abord, franchement, on va dans ce match-là. Même si la saison passée, ils ont fait match nul 0-0 et 2-2 et on se rappelle des 2 matchs qui étaient tout simplement exceptionnels. La saison d'avant, United avait perdu ici 7-0, on s'en rappelle. Moi, je pense que cette année, Liverpool part vraiment avec un avantage parce que je trouve qu'ils arrivent beaucoup plus sereins. En plus, en cette fin de mercato, tu as le recrutement de Chiesa qui va peut-être pas jouer titulaire, c'est sûr et certain, mais qui, mentalement parlant, je pense que ça met de la pression aux autres boys offensivement parce que des joueurs, ils en ont devant. Franchement, ils ont une armada de joueurs devant, en fait. Luis Diaz, Mo Salah, Cody Gakpo, Diogo Jota, Darwin Núñez. Et maintenant, qui est ça? Ça fait beaucoup de joueurs. Sans compter Szoboszlai qui est une ligne plus bas, mais souvent dans le dernier tiers quand même. Et tu as Mohamed Salah qui est intouchable. En fait, c'est qu'il y a des boys, en fait, ils sont titulaires. Dans tous les cas de figure, il est fort, hein, il a déjà repris très chaud, hein, franchement, c'est costaud. Ouais. Il est en pleine forme. Je pense qu'il a aussi il sait que c'est sa dernière année. Donc, c'est une année aussi pour lui de performer et donc de pouvoir montrer qu'il a encore de la valeur. S'il a encore de la valeur, Liverpool va claquer de la thune pour le garder. Ou sinon, il va partir dans tous les cas pour un salaire mirabolant autre part dans le monde. Donc, pour moi, ça me donne, si on doit commencer par Liverpool, personnellement, une très belle équipe de Liverpool. Et au-delà de ça, je ne sais pas si tu as remarqué, un milieu de terrain qui, on en parlait, oui, Zubimendi n'est pas venu, c'est vrai. Il a décidé de ne pas venir, mais au milieu de terrain, je trouve que Liverpool, ils ont vraiment des valeurs sûres parce que c'est pour moi un vrai recrutement. Gravenberch, que tu as pris l'année passée, qui n'a pas joué, qui cette année il commence à jouer, il est titulaire, il est vraiment numéro 6 devant la défense. Pour le moment, il fait le travail. Exactement, c'est ce que j'allais dire quand on parlait des Néerlandais. On dit Cirkzee, Arne Slot, Ten Hag, etc. Mais il y en a un autre qui pointe le bout de son nez, Gravenberch, là, sur le début de saison. J'ai vu les deux premiers matchs de Liverpool et très intéressant. Ce milieu McAllister, Szoboszlai, avec bien sûr Alexander-Arnold. Et tu sais, quand tu dis Klopp a laissé des traces, c'est vrai que moi je vois une équipe qui ressemble encore un peu à celle qu'on voyait avant. T'as Alexander-Arnold qui vient au milieu, qui donne des super passes, mais du coup qui est plus bas que Gravenberch. Gravenberch plus 8 par rapport à Alexander-Arnold, un peu 6. Mais c'est assez fluide au milieu et Gravenberch démarre bien. Donc c'est comme t'as dit, genre pas une recrue officielle, mais tout comme, je trouve. Donc, franchement, Liverpool, ils sont pas mal. Tu peux le considérer. Si tu dis que l'année passée, on n'a vraiment pas de moment mémorable du boy, il est recruté en toute fin de mercato. Puis il a 22 ans, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment un potentiel, quoi. 1m90, 22 ans, a joué pour l'instant toutes les minutes de Liverpool sur ce début de saison de PL. Et ouais, non, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu pour l'instant parce que je vois une équipe qui continue d'avoir les forces qu'elle a. C'est-à-dire, tu sais, genre, ils attaquent l'espace, le grand espace, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'attaquent comme Liverpool, je trouve. Quant à Luis Diaz, Mo Salah, lancé, c'est vraiment très très fort, surtout avec les ballons par-dessus d'Alexander-Arnold. Même Jota dans l'axe, même lui, il bouffe. En fait, il bouffe beaucoup d'espace. Si tu vois le premier but qu'ils mettent la dernière fois, je pense que c'est... Ouais, la passe qu'il donne à Luis Diaz. Là. Ouais, en fait, tu sais pas d'où ils viennent, en fait, ces boys-là. Ils vont trop vite. C'est pour ça que pour moi, Chiesa devient un point, tu l'as dit tout à l'heure, s'il est relancé, si tu le remets au top, mais t'as trop de boulevard, en fait. T'as trop de vitesse devant. Liverpool, vraiment, ça va aller vite. Ça va aller vite. Ouais. Donc vraiment pas mal. Et en plus, je trouve qu'ils ont ajouté, peut-être, en tout cas contre Ipswich et un peu contre Brentford, je l'ai vu aussi, des séquences de jeux redoublés dans la surface adverse. Genre, tu sais, des petits ballons, des petites 1-2, beaucoup de... Je vais pas dire genre grand Barça classique, mais un peu genre l'extra passe supplémentaire. Contre Brentford, il y avait une séquence, il faut un retour, un tacle, je crois de Collins ou quoi, un hardcore, parce que sinon, c'est un des buts de l'année qu'ils mettent, direct, genre avec des échanges de passes magnifiques en pleine surface. Et aussi contre Ipswich, j'avais vu un petit peu de ça. Donc, si t'as tous ces gars-là, avec leur talent, mais en plus qui partagent beaucoup et qui sont forts dans les petits espaces, mais aussi dans les grands, ça on le sait. C'est vrai qu'offensivement, je trouve Liverpool peut vraiment, vraiment faire peur. Donc après, la question ce sera, est-ce qu'ils sont solides derrière ?
Et ça, je pense, c'est une vraie question dans le sens où il y a de très bons joueurs, bien sûr. Mais tu vois, typiquement, un Alexander-Arnold que je trouve élite, incroyable sur les ouvertures. Encore une fois, contre Brentford, il a donné des ballons, mais c'est des ballons lunaires, un peu des passes de 40 mètres, pile lâchées dans le dos de la défense, et t'as Salah qui prend l'espace. Contre Ipswich, c'était pareil. Enfin, la qualité de pied qu'il a en tant que meneur de jeu reculé, c'est juste une violence. Et genre 1 minute plus tard, il y a une action où il se fait battre par une passe dans son couloir que normalement, je dirais, un défenseur droit qui est ne serait-ce que dans la première moitié des meilleurs défenseurs droits vraiment, intercepte. Et tu vois qu'Alexander-Arnold, c'est pas un très bon défenseur, par contre c'est un attaquant extraordinaire, on va dire. Avec ballon il est ouf, sans ballon franchement c'est assez limite. Genre si tu faisais un latéral droit qui est la synthèse de Koundé et Alexander-Arnold, c'est genre le latéral droit ultime, genre extraordinaire. Mais bon, voilà, il y a forcément des trade-offs. Et est-ce que Liverpool réussira à être très solide derrière ? C'est un petit peu ça, je pense, l'idée de leur saison. T'as pas forcément de doublure aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est ce que je disais la dernière fois, je disais ils ont des problèmes de doublure défensive. Parce que, bon, écoute, t'as Tsimikas, t'as Connor Bradley. Bon, Connor Bradley est intéressant là, c'est la saison passée. Ouais, il est rentré plusieurs fois, il a été intéressant. Donc peut-être c'est de voir comment est-ce que les boys Bradley, Tsimikas, ils vont se gérer sur les deux côtés. Joe Gomez est toujours là pour dépanner aussi, je pense. Pour l'instant, même si j'entends parfois un peu parler d'un départ, bon, on verra sur les dernières heures, mais c'est vrai que sinon, ouais, Konaté, Van Dijk, Kwanza. S'il reste que tu vois, genre je vois qu'il y a encore Nathaniel Phillips, mais bon voilà, c'est pas une option sérieuse, je pense. Non, c'est ça, c'est-à-dire que tu as 3 centraux sérieux et tu as 2 latéraux. C'est ça que moi je vois en ce moment, quoi. Si Robertson part, ouais, voilà, et c'est ça. Donc c'est pour ça que je regarde ça, je me dis ouais, défensivement c'est peut-être là où il y a un problème. Même au milieu on se pose cette question-là parce que t'as le boy Bajcetic qui va partir. Normalement, si je m'abuse, Curtis Jones, il est blessé. Endo n'a pas encore joué, mais Endo reste la seule option potable en fait au milieu de terrain, tu vois. Il n'y a pas énormément. Un peu Harvey Elliott, un peu. Ouais. Et Harvey Elliott, excuse-moi. Voilà, c'était 2 options que tu as. Ça dépend si tu pars sur une saison où tu n'as pas beaucoup de blessés, où les gars sont physiquement en forme. Franchement, je pense qu'il y a de quoi. Non, mais c'est vrai, t'as raison. L'effectif, il est un peu léger. Surtout quand t'es en Angleterre, que tu joues aussi la League Cup, plus la Champions là que Liverpool va retrouver. Qui est encore plus long que d'habitude. Et puis on me parle de Darwin Nunez qui va peut-être partir à la fin. En fait, je vois des rumeurs à gauche et à droite, des fois je comprends pas et je me dis ok, c'est pas le moment au niveau de Liverpool. Le club a laissé un très bon effectif. C'est que en fait là où je peux féliciter le club, c'est le fait qu'il a laissé à Arne Slot un effectif qui est compétitif en fait, tu vois, et un effectif qui est soudé aussi. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'il est compétitif, il est soudé. Donc ça fait que le gars il arrive, il a quelques ajustements à faire, mais il a besoin de faire des ajustements. Je pense qu'au milieu de terrain, la saison risque d'être très très longue si tu dois jouer toute la saison avec Szoboszlai, McAllister, Gravenberch en genre titulaire peut-être indiscutable et que tu n'as que Harvey Elliott et puis Endo qui sortent pour le moment du banc, quoi. C'est pas très rassurant. Mais en termes de football, franchement, c'est beau et c'est très beau à voir. Ils ont aussi acheté le gardien Mamardashvili qu'ils ont reprêté. Bien sûr, ouais. Qui sont reprêtés pour qu'il reste en Espagne. Ça veut peut-être dire que Alisson est en train de compter peut-être ses dernières heures en Angleterre, peut-être sa dernière saison. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Il va avoir 32 ans dans un mois. Ça m'étonnerait que Mamardashvili il arrive et qu'il soit sur le banc. Après les performances qu'il nous a sorties cet été, tout ça, même en général, qu'il nous sort en Liga à chaque fois, ça m'étonnerait qu'il revienne pour être sur le banc. Donc voilà, ça donne un Liverpool en tout cas assez intéressant. J'ai hâte de voir, mais pour moi, ils ont un avantage face à Manchester United ce week-end. Et United là, pendant qu'on y est pour en parler, ils ont perdu le week-end passé. C'est un tout petit peu, j'ai envie de dire, mitigé. Ça fait 2 matchs. Zirkzee, il a marqué le premier match et je pense qu'il devait être titulaire lors du deuxième match. Il ne l'a pas forcément été. Va-t-il l'être dans un match où finalement Ten Hag est un peu dos au mur? Mais Ten Hag, il aime ça, j'ai l'impression. Il aime bien être dos au mur, c'est là où il s'en sort le mieux. C'est quand on s'attend vraiment à rien de lui, il gagne. C'est Ten Hag, ça. C'est Ten Hag. Donc, cette équipe de United là, finalement, par rapport à la saison passée, est-ce que toi tu vois des améliorations? Est-ce que tu vois quelque chose qui lui permettrait de pouvoir passer ce cap-là? Bah franchement, tu vois, les résultats, là, pour l'instant, t'as une victoire première journée et une défaite contre Brighton à Brighton la deuxième journée. J'ai pas vu le premier match, juste les résumés, mais j'ai vu le deuxième match contre Brighton.
Et franchement, j'ai pas trouvé United mauvais. Je dois dire, genre Brighton l'emporte, et derrière j'ai sorti une vidéo sur Brighton. Brighton c'est très très intéressant aussi cette saison je trouve. Mais je peux pas dire que Brighton a écrasé United. Il l'emporte à la 95e et United a montré des choses intéressantes. Je trouvais que United était même assez agressif sur la pression. Souvent des moments où Brighton a eu un petit peu de mal à s'en sortir, etc. Et du coup, même si sur le papier, j'ai pas genre 1 million de raisons d'être emballé par United, en vrai, pour l'instant, de ce que j'ai vu, en tout cas, je trouve pas que ça joue si mal. Et faut dire que quand même, il y a des petits joueurs intéressants. Bon, moi, j'adore Cirksey. J'espère que ça va marcher un peu sur la durée. Mais je vois un Kobe Mainoo. Depuis l'année dernière, on faisait des vidéos, on parlait un petit peu du début d'United. On parlait d'un Kobe Mainoo j'avais mis dans la draft des pauvres qui valait 500K. Bah, depuis, il a absolument explosé. Et il continue match après match après match après match après match après match de montrer genre des choses vraiment... Enfin, c'est fort quoi. Donc ah ouais, il vaut 55 millions hein. Voilà, bah il a centuplé son coût. 555. Et il est juste un crack quoi, genre trop fort. Il y a encore un 11 à trouver clairement. C'est plutôt là que pour moi il y a un challenge aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'il a envie de faire jouer cette équipe-là. On a vu 2 fois d'affilée Mason Mount et puis Bruno Fernandes, un tout petit peu. Je me dis bon, Mason Mount il peine vraiment à s'installer, à s'imposer. C'est quand même dommage. La saison passée a été compliquée, blessure et tout. Cette année, le boy a valu cher quand même. Ils ont payé 60 et quelques millions pour lui. Donc à un moment donné, tu as envie de rentabiliser sur le transfert. Donc tu le fais jouer en début de saison. Il a fait une pré-saison. Sur le terrain, c'est pas forcément. Tu as l'impression que l'osmose elle est pas là. Donc il va falloir trouver quelque chose par rapport à cela. Rashford, t'en fais quoi concrètement? Tu es obligé de le faire jouer. Je suis désolé, mais voilà, aujourd'hui, c'est pas compliqué de te nommer 5 ailiers en première ligue qui sont meilleurs que Marcus Rashford, en fait, tu vois. Et dans son équipe, même dans son équipe, il est pas le meilleur. Garnacho joue mieux que lui en ce moment. C'est pas sérieux, franchement. Donc, je dis, Rashford aussi, t'en fais quoi au courant de la saison? Est-ce qu'il va encore avoir un moment pic où il va performer? Écoute, on en a marre quoi, vraiment on en a marre. Rashford c'est 2019, c'est 2020 ou 2021, je sais pas quand ils finissent deuxième là ou un truc comme ça, mais sinon mis à part ça, c'est assez difficile. Donc pour moi c'est plutôt les choix qu'il va devoir faire qui vont lui, parce que tu arrives face à Liverpool, les gars sont en confiance. Luis Diaz il est en confiance, Salah est en confiance. En fait ils sont tous en confiance. Ils savent ils vont marquer des buts, ils savent ils peuvent marquer des buts. À Manchester United aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a un tout petit peu ce débalancement là où tu l'as dit. Ils perdent face à Brighton, mais Willou, franchement, défensivement, les positionnements de certains boys et tout, quand même, des fois, c'est presque de l'amateurisme quand même. Ils se foutent de qui, en fait, les Lisandro Martinez et puis tout ça là. Le deuxième but, comment tu laisses le boy? Comment João Pedro il fait le centre? Il n'y a personne. Grave. Ouais, João Pedro tout seul, second poteau. Mais tu comprends même pas, en fait. Tu te dis, même le premier but qu'ils prennent, je suis désolé. Tu regardes le positionnement, Maguire. Le centre vient, il ne sait pas quoi faire, il se retourne, il n'y a personne devant lui. Lisandro est beaucoup trop loin. Pourquoi? Parce que Lisandro est allé aider Dalot là-bas. Pourquoi? Parce que les boys au milieu de terrain n'ont pas fait le travail qu'il le faut. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup de choses encore sur lesquelles ils vont devoir travailler. Moi, je ne trouve pas que c'est l'équipe la plus sereine dans ce début de championnat, mais il faut rester positif aussi. Ça, je suis d'accord là-dessus. Il faut rester positif parce que Ten Hag a renouvelé. Il avait dit « It's a new era », blablabla, «Eras has to come to end» et tout. Il n'a rien fait pendant 2 ans. Bon, là, il est de retour maintenant avec une nouvelle ère. On va voir. Mais il a quand même gagné 2 cups. On va me dire il a gagné 2 cups. Faut lui donner chaque année, il fait pas saison blanche, il gagne quand même sa cup. Mais pour moi, Manchester United, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et d'abord c'est les choix. Là où Liverpool a un 11 cohérent, prêt, United pour moi ils n'ont pas encore de 11 prêt. Faut dire aussi les mercatos de Liverpool et d'United, c'est un peu l'inverse. Liverpool, alors oui, là ils viennent de bouger sur Chiesa et Mamardashvili qui en plus repart en prêt, mais voilà, c'est un mercato très très discret pour l'instant, alors qu'United, ils ont dépensé pour 164 millions, ils ont acheté de partout, ils ont acheté quand même 2 défenseurs centraux qui sont censés être des cracks, pas de chance, il y en a un, il se blesse immédiatement, Lenny Yoro, ça me fait beaucoup de peine, ils l'ont acheté 62 millions, ils ont Matthijs de Ligt aussi, qui est censé à un moment, tu vois, genre devenir... Mazraoui 22. Voilà. Mazraoui à droite, ils ont pris Cirksey, donc ils ont fait vraiment des grosses acquisitions et ils ont pas eu de chance parce que premier match de pré-saison, t'as Yoro et Højlund qui se blessent et pour un moment, tu vois. Donc c'est un peu la malédiction d'United, je trouve. Alors que entre leur mercato et les premiers matchs, j'ai vu quand même des principes
intéressant. Genre vraiment, je m'attendais pas à avoir une équipe qui est aussi agressive, qui presse autant. Il y avait des choses, pas trop mal. Et j'ai pas envie de tout mettre sur Kobe Mainoo en mode il va sauver United, etc. Mais quand t'as des gars comme ça, ne serait-ce que un par ligne, je me souviens déjà le moment où Bruno Fernandes était arrivé, à l'époque, oui, en janvier, ça avait quand même pendant un moment, il avait tout changé. Ouais, dès qu'il est arrivé en janvier, je me mal. rappelle, il avait tout changé, il avait été incroyable. C'est vrai. Avec son leadership en plus et tout. Donc parfois ça vient, la lumière peut venir d'un joueur par-ci, par-là. Il y a du talent. Il y a du talent, ça on peut leur dire. Franchement, pour moi, ils ont un bon gardien. Ça, je l'enlève pas. Bon, Casemiro, va falloir qu'il se gère quand même de temps en temps à côté du petit Mainoo, mais je pense que quand même Casemiro reste un champion. Le petit Amad est assez impressionnant ce début de c'est vrai, on n'a pas parlé, mais franchement, il est pas mal sur le côté. Je trouve qu'il a marqué la dernière fois, mais il se crée des... Il a même pu mettre 2 buts. Je pense qu'il y a un centre qui arrive là, il y a une reprise qu'il met, il choisit le mauvais pied, j'ai l'impression. Et c'est un peu... c'est un peu dommage. Dalot est chaud aussi en ce début de saison. Donc, ouais, globalement parlant, moi, je suis d'accord, mais c'est que tu tombes 3e journée de Première Ligue, malheureusement, tu tombes sur Liverpool. Ça risque d'être compliqué, mais je rappelle encore une fois que Ten Hag, l'année passée, il a joué 2 fois Klopp, il n'a pas perdu. Il a fait 0-0, il a fait 2-2, et il y en a même, je pense qu'il y a même un des deux matchs qu'il devait même gagner, hein, il me semble. Et d'ailleurs, ils ont battu Liverpool. Ten Hag a battu Liverpool en demi-finale de FA Cup l'année passée, non, n'est-ce pas, avant d'aller gagner face à Man City. Puis City, c'est ça, ils gagnent tout. Donc c'est pour dire, je dis que Ten Hag, c'est dans les moments où tu t'attends pas. C'était en quart de finale qu'ils avaient gagné 4-3. En quart, je m'en... Ensuite, c'est en demi, c'était Coventry. En quart, je me rappelle. Je pense que c'est Amad qui marque ou un truc comme ça. Donc... c'est ça, à la 120e, un truc que 119e. J'étais là, je dis que là, Eric Ten Hag, là, est capable ce week-end de nous faire une surprise peut-être. Mais je m'attends quand même à ce que Liverpool ait l'avantage, même si je pense que le match... C'est à Old Trafford. C'est ça, j'allais dire, même si je pense que le match il est à Old Trafford. On va voir. Mais franchement, un Manchester United qui, en tout cas, déjà est en train de changer dans la mentalité, dans la manière à laquelle ils sont en train de proposer, ce qu'ils proposent sur le terrain, la manière à laquelle ils sont en train de dérouler leur football. C'est vrai que c'est différent, c'est à saluer. Maintenant, il va juste falloir que les boys ils step up parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent et il va falloir que vraiment devant certains, ils fassent des efforts. Et Rashford en fait partie. Tu vois, Rashford, je l'aurais pris à Arsenal. Voilà, je l'aurais pris à Arsenal. Je l'aurais pris à Arsenal. Il a peut-être besoin d'un nouveau défi. Il a vraiment besoin, je pense, d'un changement. Je pense qu'un changement lui ferait du bien, quoi. Changement lui ferait du bien. Je l'aurais pris à Arsenal, je l'aurais mis en concurrence directe là-bas, même si... Avec Martinelli. Et moi, c'est Martinelli. C'était pas un moment ton truc, ça? Martinelli meilleur que Rashford? Oui, c'était ça, en fait. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, je l'ai dit. J'ai dit, on était là à se battre, à savoir c'était qui le plus fort des deux, alors qu'ils sont tous les deux nuls. En fait, on s'est fatigué pour rien. Des débats stériles. Martinelli. À un moment, ils étaient tous les deux forts, mais... Non, Martinelli, il est pas sérieux. C'est que Martinelli, la dernière fois, il m'a énervé. C'est pour ça que Trossard, il rentre, il marque, il célèbre pas. Il m'a énervé, il a fait un match de nul. Ouais, j'ai vu, la célébration, elle était cold, non, il est fâché, Trossard. Il était pas d'humeur. Il a raison, il est sur le banc, pourquoi? Franchement. Donc, bref, donc voilà. En tout cas, la famille, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Qui va gagner ce week-end entre Manchester United et Liverpool? J'espère que j'aurai pas d'autopsie à faire. Il y a un an, j'avais fait une autopsie, 7-0, c'était grave. Franchement, il y avait eu homicide. Il y avait eu homicide. On était présents. On a dû snitch. On a dû faire les snitch et puis raconter ce qui s'est passé. Donc, j'ai hâte de voir ce week-end ce que ça va donner entre Liverpool et Manchester United. Willou, un dernier mot? Bah, le dernier mot, c'est qu'il est 17h57 et à 18h, il y a le tirage au sort de la Champions. Donc, voilà. On court rapidement. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders. Bisous.